Après Van Helsing et Daredevil, fallait bien que je parle de lui. Underworld s'ouvre sur... Attends, tu rentres direct dans le film là? Bah ouais, les gens ont tellement plus d'attention qu'on est obligé de commencer direct avec des hooks percutants. Mais t'as déjà parlé de Peter Pan. D'ailleurs, à vous là, je dis rien, je suis sympa, mais il serait peut-être temps de s'abonner. Parce qu'apparemment, vous êtes plus de 55% à regarder les vidéos sans vous abonner. Donc là, on arrête tout, on va en bas, on s'abonne, on met la cloche et on partage la vidéo. On les veut les 100 000 abonnés. Oh putain, l'ambiance de dingue. Underworld est une saga, oui je suis aussi étonné que vous, lancée en 2003 par Len Wiseman, qui à part les Underworld s'est distingué avec Ballerina, spin-off de la saga John Wick. Et qui au final, ressemble un peu à tout ce que je voulais voir pour Underworld. Mais ne brûlons pas les étapes. La saga comporte 6 films, Combien? et concrètement, c'est Roméo et Juliette version monstre. Ou plutôt, c'est Twilight avec des flingues et du métal. Ou c'est Matrix avec des vampires et des loups-garous plutôt. Ou sinon, c'est une adaptation live des jeux de rôle Vampire la Mascarade et Loup-garou l'Apocalypse. Et ce document me confirme que, effectivement, le film a été condamné pour plagiat par rapport à ces deux jeux de rôle et qu'un accord à l'amiable a été trouvé pour entériner le procès. Le film démarre très mal. Underworld commence donc sur un putain de monologue qui explique tout le background de l'histoire. On nous vend quand même un film où loup-garou et vampires s'affrontent depuis des siècles et on ne montre aucune image de leur bataille ancestrale. Alors je pense que c'est une question de budget, parce que le film il a coûté 22 millions de dollars, ce qui est un petit budget aux États-Unis. Oui, enfin, ils auraient pu trouver une autre manière de l'illustrer, parce que là, c'est ridicule. Après plus de 6 siècles d'une bataille acharnée, les loups-garous ont été décimés. Mais moi, Selene, la plus badass de toutes les tueuses, qui porte un manteau en cuir encore plus stylé que celui de Néo l'élu, je traque les derniers rescapés sans relâche et me prépare à leur retour. Ma détermination n'a d'égal que ma soif de sang, car oui, je suis une vampire, même si je n'ai pas les dents pointues actuellement pour manque de budget. Mais avec mes gros flingues et mes gadgets, je peux me défendre face à l'adversité et la sauvagerie de mes adversaires. Pour résumer, ils se battent depuis longtemps. Et apparemment, les vampires sont les gentils et les loups-garous les méchants. Plutôt binaire et sain comme débat, mais on va se focaliser sur l'héroïne du film, Selene. Elle est une tueuse, traquant les derniers loups-garous qui ont été décimés, les lycans. Et justement, elle aurait repéré un groupe de lycans dans le métro à Budapest. Ces derniers traquent un humain qui ressemble énormément à Homelander, là, je vous jure, c'est terrifiant. Et voilà que s'engage la première scène d'action du film. Avec des flingues, Ah ouais, mais ça s'en cache même pas en fait. absolument pas. Je sais que Matrix a révolutionné les films d'action dans les années 2000, mais là c'est pas de l'inspiration, c'est du copier-coller. Les tenues en cuir, les armes, les ralentis, les talonnages, les décors, les musiques rock-metal qui ici se prennent beaucoup trop au sérieux et vont très vite me faire saigner des oreilles. Regardez, si je change la musique... Il y a un autre truc dont je me souvenais pas, ce sont les bruitages. Mais c'est quoi ce bordel? On dirait presque... Ça tire de partout, ça ne vise pas très bien, on s'en fout complètement de l'économie des balles dans les chargeurs, c'est la grosse bagarre. Mais je vous rappelle quand même que là, ce sont des vampires contre des loups-garous. Pourquoi personne utilise ces pouvoirs? Non mais vraiment, il manque quelque chose, mais je vois vraiment pas quoi. Salut les gars, je peux vous aider si vous voulez, j'ai peur. Non, je vois vraiment pas ce qui manque. Et c'est finalement au bout de 7 minutes qu'on voit la première transformation. Allez, montre les crocs, on veut de l'action. En vrai, c'est pas mal. Bon, évidemment, la teinte bleutée full gothique aide à rendre crédible la transformation et le costume, mais ça passe. Pour l'instant, j'aime bien. Trinity poursuit sa route et tente de récupérer l'humain. Mais elle découvre deux choses. D'abord, les lycans possèdent des balles spéciales pour tuer les vampires. Comment c'est possible? Puis après avoir inspiré Van Helsing avec des toupies tranchantes, elle entend un groupe de lycans en pleine bataille de rue. Un complot se prépare. Le leader du groupe arrive et waouh! Mais qu'est-ce que tu fous là? Rassurez-moi, c'est le seul point commun avec Twilight. Et alors que Selene écoutait ce qu'il se passait, elle se fait pourchasser et arrive à s'enfuir sans encombre. Ça pue la scène coupée au montage, mais passons, car elle rentre dans le... manoir Wayne, en mode vraiment pas contente, où plein de vampires stéréotypés bourgeois sont en train de... rien faire, à part se pavaner, discuter, pour montrer qu'ils sont séduisants, charismatiques et clichés. Je trouve ça un peu dommage que le film ne casse pas un petit peu les codes du mythe du loup-garou ou du vampire pour l'instant, ou du moins propose quelque chose de neuf, parce que là, ça semble réchauffé. Quand on a un potentiel pareil, c'est dommage que de voir que des stéréotypes. Elle fait son rapport en montrant les nouvelles balles des lycans, mais son supérieur Craven, pas le chasseur, et qui, si vous voulez mon avis, n'a pas envie de bouffer que le sang de Selene, ne la croit pas, et lui demande de se préparer pour un rituel de passation de pouvoir, si j'ai bien compris. Mais hop 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 hop. Mais comment ça on voit son reflet? Attendez, mais c'est THE règle par rapport aux vampires! Tout à l'heure je me plaignais parce qu'ils n'arrivaient pas à renouveler le mythe du vampire. Sauf que là, ici, c'est la base! On ne voit pas leur reflet dans les miroirs ou dans les fenêtres. Et là, plusieurs fois dans le film, on voit son reflet. Attendez, mais ça voudrait dire que Selene ne serait pas une vampire, mais peut-être une infiltrée qui pourrait renverser le pouvoir avec les lycans?
Mais ce serait une idée de dingue. Et ça remettrait en perspective tout le lore du... Va pas trop loin, je pense qu'ils s'en foutent ici. Mais pour les vampires, c'est la base. Non mais vraiment les gars, j'ai plein d'idées, je peux vous... Oublions ça pour continuer de suivre Selene, qui va essayer de découvrir pourquoi les lycans ont survécu, et surtout pourquoi ils veulent Michael parmi eux. Malheureusement, elle est ralentie par ce gros lourdeau qui n'a Dieu que pour elle. À quoi bon être devenu immortel si tu te refuses les plus simples plaisirs de la vie? Ah, et donc là, vraiment, on montre les vampires comme des bouffeurs de sang, riches qui veulent juste baiser entre eux, quoi. Non, tu restes là! Ainsi, le film va se transformer en énorme traque pour Michael, qui va se retrouver malgré lui dans le conflit. Et personne ne pourra l'aider. Pas même son pote qui... Waouh! Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es pas censé sauver ton frère de prison? On en parlera aussi. Très bientôt. Selene se casse pour la récupérer le fameux Michael, qui se trouve dans l'appartement 510. Elle fouille l'appartement et ne découvre absolument rien. Voilà, je n'ai rien à ajouter. Mais les loups-garous débarquent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, les effets spéciaux ont vraiment mal vieilli, mais... Non mais le plagiat de Matrix, c'est tellement évident. C'est ça qui m'énerve avec ce film, car en vrai, l'histoire et l'univers auraient pu être chouettes. Et c'est pas méga moche en termes de mise en scène. Sauf que là, on a vraiment un pur produit des années 2000, sans personnalité, opportuniste, qui utilise des codes des films qui ont marché sans les comprendre. C'est dommage quoi. Et là, vous allez rire parce qu'il y a quelqu'un sur Reddit qui appelle le film The Blade Tricks. Mais putain, mais oui! Selene ne parvient pas à stopper le chef des lycans, Lucian, qui mord Michael et qui récupère son sang. Oui, parce que j'ai oublié de dire qu'en fait, les lycans essaient de créer des expériences avec du sang. Notamment avec ce scientifique, et je sais qu'il est scientifique parce qu'il porte des lunettes, ils essaient de créer quelque chose d'hybride, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Et c'est pour ça que Lucian cherche à avoir Michael. Un Lucian qui est loin d'être aussi attirant que Taylor Lautner, mais qui a l'air bien plus résistant. Il arrive justement à rattraper Selene et Michael en voiture, avec des effets de vitesse plus convaincants que Twilight, et cela joue Assassin's Creed pour les arrêter. Les armes dans ce film, c'est tellement aléatoire, mais là ok, c'est un peu fun. Blessée dans le combat, Selene a du mal à conduire, mais comme c'est une femme indépendante, sans peur et sans reproche, elle a pas besoin d'aide. Ah bah qu'est-ce que je disais? Femme au volant... Oh, mais ta gueule! Là, c'est la merde, car d'un côté, les lycans, grâce au sang de Michael, réussissent leur expérience, mais on sait pas encore ce que ça va donner. Et de l'autre côté, Selene ramène Michael dans son domaine, après qu'il est sauvé. Sauf qu'on ne ramène pas d'humains dans le domaine des vampires, surtout juste avant le rituel de passation. Mais pourquoi un vampire sauverait un humain? Évidemment, Craven nous donne la réponse. La vérité, c'est que tu t'es amouraché de lui. Ça, c'est une idée insensée. Vous savez que ça existe l'amitié entre hommes et femmes. On n'en peut plus de voir tout le temps ça. Surtout qu'entre les deux, y a pas d'alchimie. Mais bon, comme les hommes et les femmes n'ont qu'une seule fonction dans ce monde, baiser, la blondasse qui veut le cul de Craven observe discrètement et subtilement Michael. Mais elle découvre qu'il a une morsure et saute au plafond comme un chat. Michael s'enfuit et Craven n'est pas content. Pourquoi? Il a rien fait le bougre. C'était pas un prisonnier. Et il était pas dangereux. Je comprends pourquoi maintenant Selene remet un petit peu en question la parole de Craven, car oh, bah comme par hasard, Craven et le chef des lycans sont de mèche. Mais je tombe des nues. Alors, je pioche la trahison téléphonée du méchant. Bingo! Selene part fouiller dans les archives pour découvrir ce qu'il se trame et essaie de découvrir l'identité de l'homme qu'elle a affronté. Sauf qu'elle coince et elle a besoin de l'aide d'un être supérieur pour sauver la race des vampires face à la résurgence des lycans. Elle fait une sorte d'invocation en donnant son sang à un de ses aînés, mais au même instant, Michael débarque dans le manoir pour quémander de l'aide, car il n'est vraiment pas au meilleur de sa forme. Et enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Selene part à son secours, mais Craven tente de l'en empêcher. Il la bannit du domaine, mais Selene compte sur le réveil de Victor l'aîné pour sauver sa peau. Il est maintenant debout, et waouh! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es pas censé jouer de la guitare à poil devant la télévision anglaise? Pardon? Si tu n'as pas vu Love Actually, tu peux pas comprendre. Je vais pas me plaindre de la présence de Bill Nighy, car c'est le seul qui attise ma curiosité. Et je trouve que le maquillage et les effets prosthétiques sont plutôt efficaces. En tout cas, nettement plus sympa que ces inserts dégueulasses qui sont de très mauvais goût. Victor est donc réveillé, mais il n'est pas content, car il aurait été réveillé trop tôt. Et Selene n'a pas respecté la hiérarchie du rituel. Attends, t'es en train de me dire qu'on m'a réveillé d'un sommeil de 1000 ans, tout ça parce que t'arrives pas à te faire respecter par tes propres soldats? Oui, monseigneur. Sous prétexte que ça y est, y a 3 clébards qui se battent sous les égouts. Oui, monseigneur. Y a personne de compétent ici. Oui, monseigneur. Arrête de répéter oui monseigneur, ça me saoule. Oui, monseigneur. Je me suis cringé, moi. En vrai, je vous avoue que cette histoire de rituel, de rite de passation de pouvoir, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment. Je devais être sans doute concentré sur autre chose.
Eh bien, j'imagine que le film veut aborder le poids des traditions à travers la lutte des classes entre vampires et loups-garous, sous couvert de révisionnisme historique sur la véritable nature du conflit entre les deux races, ouais. Ce qui permet ainsi à l'héroïne de s'émanciper de son statut pour écrire sa propre histoire, ouais. On parle d'Underworld avec des loups-garous et des vampires qui ont des flingues. Arrêtez de vous prendre au sérieux. On va se concentrer sur Selene qui raconte le début du film à Michael. L'origine du conflit, le pourquoi du comment, etc. Elle veut comprendre pourquoi Lucian veut Michael. Et une fois qu'ils sont cachés, le film arrive au fameux moment background de l'héroïne, qui nous explique ses motivations. En gros, toute sa famille a été massacrée par des délicants. Sauvée par Victor, Selene est devenue un vampire pour traquer les meurtriers. Vu comment elle est efficace dans ce film, je comprends pourquoi elle est nulle dans Van Helsing. Hein. Ah, la critique pas, c'est pas de sa faute. Et avant de succomber à la tentation, merci les clichés, Selene enferme Michael pour qu'il ne fasse de mal à personne pendant sa transformation. Et après, elle revient comme une fleur dans le manoir pour réaliser un des moments les plus satisfaisants du film. Oh ouais, ça fait du bien parce qu'il est casse-couille depuis le début du film. Face à Victor, Selene partage les raisons de son réveil et ses doutes concernant la guerre potentielle qui arrive. Mais malheureusement, ça se passe pas comme prévu et Victor est en colère. Tu ne possèdes pas le talent nécessaire à telle action. Mais Seigneur, pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Pourquoi préférez-vous faire confiance à cet abruti de Kraven alors que c'est moi qui ai affronté les dangers, c'est moi qui vous ai apporté les preuves? Mais parce que c'est un homme. Eh bah c'est super ça. Eh bah je suis ravie. En gros, elle a réveillé son mentor pour avoir de l'aide, et lui, il la balance en prison. Tout ça parce que Monsieur n'est pas content qu'elle n'ait pas respecté les règles. Mais tout le monde est en colère dans ce monde, c'est fou. Pas un rire, pas un sourire, rien. C'est Angry World. Les enjeux sont trop importants pour déconner un bon coup. Et pendant que Michael essaie de se libérer sauf que ce con se rate, Kraven met son plan en exécution en lançant la troupe de Lucian récupérer le groupe de vampires venus pour la cérémonie. Et il les massacre tous. Enfin, le film se réveille. Après 1h10, on a enfin une scène cool. La blondasse prend les devants, et je devrais arrêter de l'appeler blondasse car c'est vite dégradant, je vous prie de m'excuser. Donc Erika décide de libérer Selene. Voilà les filles, on lutte contre le patriarcat et ces putains de gros débiles beaufs, et on prend les commandes. T'essaies de te rattraper là? Le film s'accélère et enchaîne les révélations, avec notamment un flashback des souvenirs de Lucian. Parce que oui, la seule particularité, enfin je sais pas si ce film l'a inventé, j'ai la flemme de chercher, donc vous me direz dans les commentaires, abonnez-vous, mettez la cloche, mais quand un vampire ou un loup-garou mord quelqu'un et que cette personne survit, il y a un partage de souvenirs. Mais pas le temps de se poser les questions que Selene arrive face à un groupe de loups-garous qui décide de tuer Michael. Elle parvient à se défendre avec un nouveau pistolet mitrailleur et un mixage son, je vous jure, horrible. J'ai mal aux oreilles, nom de Dieu! Et dans la bagarre, Michael se barre et se fait capturer par des délinquants policiers. Mais la transformation commence et... C'est mon premier film. C'est pas une raison. Non mais plusieurs plagiats d'un coup. Ça va pas? Bah non. Fine analyse. C'est dommage quoi, car au moment où le film aurait pu exploser, avec la transformation de Michael, on aurait pu le montrer en train de tuer les deux autres. Bah non, fondu de brouillard, transition vers Bill qui se fait un lifting face à un Kraven qui pleurniche. Bouh, Selene elle est méchante, elle me croit pas, elle pense que je complète contre elle. Et en voilà la preuve! Et encore un moment révélation avec le scientifique sans ses lunettes qui explique leur plan de créer le monstre ultime. Moitié loup-garou, moitié vampire. Ça n'aurait pas été plus simple de trouver quelque chose pour éradiquer les vampires? Mais bon, je vais pas chercher plus loin. Mais alors, que vient foutre Kraven là-dedans? Ah ben en fait, il veut tuer les aînés vampires pour prendre le pouvoir parce que le monsieur, il veut contrôler la caste des vampires. On souffle, mais on souffle. T'es nul, Kraven. T'as beau avoir Bruno Chouel comme comédien en français, mais ça te sauve même pas. Ah, encore un point commun avec Twilight. Mais alors? Qui a plagié qui? Ah oui, et pourquoi Michael au final? Ce serait le descendant d'un des loups-garous originels. Et c'est pour ça que son sang serait super important pour créer l'hybride parfait. Et là, je dois admettre un truc stylé, c'est que Kraven a réussi à s'enfuir, comme par enchantement, sans que personne s'en aperçoive. Alors qu'il était, mais juste à côté. Oui, c'est du sarcasme. C'est une légende ridicule, rien de plus. Mais nos espèces ont un ancêtre commun. Du virus horrible. La guerre va bientôt commencer, mais on a bien le temps pour un autre moment révélation. Lucian nous dévoile toute la vérité, car même si les loups-garous sont des vilains pas beaux, bah en fait, ce sont les vampires qui sont encore pires, et qui ont même commencé. En gros, Victor aurait tué l'épouse de Lucian, qui était sa fille. L'union entre loup-garou et vampire étant proscrite, au lieu de trouver une solution à l'amiable, et au lieu de tuer le mari, il brûle sa fille. Alors ça, c'est un vrai film anti-woke. Bon là, j'en peux plus de ces scènes à rallonge, maintenant, je veux la baston finale. Et attention film, t'as pas intérêt à nous décevoir.
Oh, quelle chiotte. Juste avant la bagarre, nouvelle trahison de Kraven. Mais bref, c'est parti, la guerre est déclarée, et enfin, c'est cool. C'est plutôt lisible, le montage n'est pas épileptique, la musique est assourdissante mais on s'y fait. En vrai, j'aime bien ce que je vois. Même le mec qui sort des fouets et qui se croit dans Soul Calibur, c'est ultra fun. Par contre, ça doit pas être super pratique à porter, et c'est totalement un plagiat du Pacte des Loups. Mais on n'est plus un plagiat près. Évidemment, le mec ne fait pas le poids face au loup-garou. Je comprends pourquoi les vampires ont des armes ici, car effectivement, niveau force physique, ils sont ridicules par rapport au loup-garou. Mais normalement, les vampires, ils peuvent se transformer en chauve-souris, ou avoir une force surhumaine, notamment comme Victor juste ici. La bataille fait rage et Selene arrive pour sauver Michael. Ah pardon, je me permets de rajouter un plagiat de Matrix ici, et de Jurassic Park aussi. Voilà, on peut continuer. Les deux s'enfuient et contournent le champ de bataille, mais Kraven arrive et tire sur Michael. Une nouvelle révélation encore une fois, où Kraven dit à Selene que c'est Victor le responsable du meurtre de sa famille. Les gars, il y a trop de révélations là, on n'est pas dans Game of Thrones. Kraven s'apprête à les achever, mais il est stoppé par Lucian et sa lame d'assassin. Il dit à Selene de mordre Michael pour qu'il vive. Et là, ça y est, on va enfin voir le mélange ultime entre les deux créatures. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah ouais, et tu dis ça parce qu'il est... Parce qu'il a aucune caractéristique du vampire ni du loup-garou. Imagine 2 secondes un loup-garou avec des ailes de vampire. Ça aurait été fou! Victor combat Michael transformé, et en vrai, il se défend plutôt bien. Mais Victor a l'air quand même bien au-dessus. Le combat est un peu cool, faut être honnête. Mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus fort et original. Surtout que Selene, là, ne bouge pas. Voilà, elle attend. Je crois pas qu'elle soit blessée, si je m'en souviens bien. Donc, je sais pas, fais quelque chose. Vas-y, allez, on y va, on bouge. Mon Dieu, je dois sauver Michael, l'amour de ma vie. Eh oh, Selene! Mais le poids de ces révélations m'empêche de bouger. Un petit coup de main? Si seulement j'avais des capacités surhumaines pour surmonter les blessures et mon traumatisme. Là, ça serait pas de refus, Oh hein! là là, si seulement l'oracle avait pu me donner plus d'informations sur mon Est-ce avenir. que tu m'entends? Eh oh! Ah, enfin elle se décide et... Putain, mais même les chorégraphies et les mouvements des mains, c'est pareil que... Bon, on s'en fout, mais ça y est, Selene est enfin efficace. Elle saisit l'épée de Victor, et juste avant qu'il porte le coup de grâce, elle saute et lui tranche la tête. Ça me scie le cul en deux de dire, mais plagiat Resident Evil. Et là, la musique s'emballe. Et nos deux héros, qui ne disent plus rien, s'en vont comme si de rien n'était. Selene parle encore en voix off à la fin, et on voit le son du scientifique dans le repère des vampires se mélanger avec un des aînés. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et je ne regarderai pas les suites, car énorme flemme. En vrai, j'ai pas trouvé ça mauvais. Je trouve ça juste mou, insipide et totalement oubliable. Ouais, là, totalement titre. En soi, le film n'est pas affreux et reste plutôt efficace globalement. On a un film d'action correct qui, même s'il met du temps à démarrer, n'est pas désagréable à suivre. La mise en scène est convaincante, j'aime bien la patte de couleur, les costumes des loups-garous sont efficaces. On est loin d'un chef-d'œuvre, très très loin, mais c'est une petite série B qui fonctionne. Après, il y a quand même énormément de mauvais goût dans les choix de mise en scène. J'ai beaucoup parlé de la musique et du mixage sonore que je trouve affreux, mais j'aimerais quand même revenir sur les bruitages. À chaque changement de scène, t'as une sorte de whoosh pour signifier l'intensité dramatique de l'histoire. Va donc la rejoindre et demande-lui de s'habiller pour l'arrivée de nos invités. Au bout du 40e whoosh, on n'en peut plus. Je parle même pas des bruitages de coups de feu qui ne sont jamais réguliers, ni même des sons que j'ai déjà entendus dans la série Tintin. Oui, je vous jure. Et cette vague de colère et de châtiment déferlera dans la nuit. Et puis les gros plans là sur Kate Beckinsale en tenue très moulante. On a compris où voulait en venir le réalisateur. Ah non, hein, là on peut rien me dire. On s'est mariés tous les deux, on a fait les choses dans les règles. Ah, mais c'est pour ça que vous avez fait ballerina! Par rapport à Anna de Armas. Non. Je pense que le problème, c'est que le film se prend trop au sérieux, et pour ce qu'il n'est pas. Il veut faire un film d'aventure à la fois bourré d'action, tragique, dramatique, mais c'est pas assez bien écrit ni mis en scène pour qu'on puisse y croire. C'est con à dire, mais le film n'est pas fun. C'est même pas un plaisir coupable. On ne s'amuse pas et on s'ennuie beaucoup. Les acteurs en font des caisses, mais en vrai, c'est pas aussi drôle que Van Helsing ou Daredevil, qui étaient nettement plus généreux dans tous les plans de la production. Entre la mise en scène plutôt inspirée de Daredevil qui voulait garder une patte comics, et Van Helsing qui se voulait assez fun dans ses punchlines et ses combats. Ces deux-là ont essayé de faire un vrai film, contrairement à Underworld, qui est quand même un pur produit marketing. Ici, j'ai pas vraiment de plaisir à suivre les aventures de Selene et de Michael que je trouve plutôt vides. On veut nous montrer que les enjeux sont massifs, mais j'y crois pas une seule seconde. Mais c'est ici que je commence à me poser une question.
C'est quoi le message du film? Parce qu'à part se la jouer de Shakespeare avec un amour impossible qui arrive quand même à naître, c'est quoi la finalité? Le film aborde quoi comme thématique? Parce qu'en vrai, on pourrait parler d'une sorte de lutte des classes entre les vampires aristocrates et les loups-garous plus bas dans la société. Mais en soi, c'est jamais exploité ni même central. Le noyau central autour des réveils des aînés, on pourrait parler d'héritage et du respect des traditions, voire même de relecture de l'histoire où les vampires bannissent toute trace du passé pour maintenir leur pouvoir. Dit comme ça, c'est intéressant, et j'aurais aimé voir ça. Mais soit on assume le délire jusqu'au bout, soit on fait un vrai film dramatique autour de tout ça. Mais bon, vu les films du réalisateur, on n'allait pas demander un film philosophique. Je sens surtout que le film a un potentiel de malade, mais n'ose pas aller trop loin pour respecter ce que les producteurs voulaient, et franchement, c'est dommage. C'est frustrant même. Mais là, tu te bases sur ce que tu aurais aimé voir, alors qu'il faudrait que tu te bases sur le film en lui-même. Oui, bah le film aurait pu être bien s'il avait une vraie personnalité. Je suis désolé, je reviens dessus, mais bordel, c'est stéréotypé, cliché, plagié. Il y a aucune identité dans ce film. En vrai, je m'en fous qu'un film s'inspire d'autres films. Quand on fait un premier film, on s'inspire souvent de ce qu'on aime pour créer le meilleur film possible. Mais quand j'apprends que c'est Len Wiseman qui a eu l'idée du projet, j'ai pas l'impression de voir un film d'auteur entre guillemets, mais de voir un pur film de commande pour surfer sur la popularité de Matrix. Car en plus, le film est sorti la même année que Matrix 2 et 3. Je demande pas grand chose, mais juste un peu de personnalité. Car là, aucune thématique transcendante, pas de plan iconique, pas de scène mémorable, c'est juste un film oubliable. Vide. Pourtant, le réalisateur, qui n'est pas mauvais au demeurant, a fait Ballerina, qui était certes un peu lourdeau, mais plutôt cool. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Enfin, peut-être que c'est dû au fait que Chad Stahelski a été hyper présent pendant la production et que le film a eu énormément de reshoots. Donc en fait, on sait pas si Len a eu une main mise sur le projet. Toujours est-il que Underworld, c'était quand même mieux dans mes souvenirs. Mais je suis quand même content de l'avoir revu, car malgré toutes mes critiques, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais il est hors de question que je me lance dans la saga entière. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Je peux te montrer une scène du 2? Bah vas-y, essaie toujours. Alors? Mais c'est ça que je voulais voir! Je sais. C'est pas grave. J'ai quand même cette impression de n'avoir rien à dire sur ce film. Et en soi, c'est pas grave. C'est le genre de film où tu poses le cerveau et tu profites tranquillou. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou que ça sauve le film, mais parfois on n'a pas besoin d'avoir de scénario complexe ou de profondeur cachée. Underworld est oubliable, pas mauvais, inoffensif, et s'il y a eu 5 autres films, j'imagine qu'il a marqué une partie du public. En tout cas, moi j'ai pas passé un mauvais moment à me moquer un petit peu du film, et pour une fois, je serais pas contre un reboot. Quelque chose de plus assumé, plus actionneur, à la John Wick par exemple, ou plus gothique et horrifique comme les films de Robert Eggers. En vrai, il y aurait de la matière je pense. Et si comme moi vous êtes un fan bizarre des films des années 2000, je vous conseille la vidéo sur Van Helsing et Daredevil. Alors je pense que j'ai été un petit peu dur avec ces deux films parce qu'au final je les aime beaucoup, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'en profite pour parler de la chaîne secondaire Quentin qui va subir énormément de changements. Elle sera surtout reliée à la chaîne principale et plus vraiment focalisée sur Pokémon. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker et à partager la vidéo, c'est super important pour le soutien. Et quant à moi je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'aimer les films que vous aimez. Ciao!